La plupart d'entre nous associent les réserves de pétrole à d'énormes richesses. Et c'est pour une bonne raison. Le pétrole est devenu l'une des matières premières les plus recherchées au monde, ce qui a permis aux pays disposant des réserves pétrolières notables de se hisser au top niveau. L'Arabie Saoudite, par exemple, possède des réserves de liquidités et d'or qui totalisent près d'un demi-billion de dollars. De même, la société phare de l'Arabie Saoudite, Saudi Aramco, réalise actuellement des bénéfices de plus de 250 milliards de dollars par an. On pourrait donc penser qu'un pays dont les réserves sont comparables à celles de l'Arabie Saoudite est extrêmement riche, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'Arabie Saoudite ne détient même pas les plus grandes réserves de pétrole du monde. Ce sont celles du Venezuela qui sont les plus importantes, avec environ 300 milliards de barils de pétrole, ce qui représente près de 20% des réserves mondiales de pétrole. Pourtant, malgré cela, le Venezuela n'est pas particulièrement bien loti ou riche. En réalité, il est particulièrement pauvre et en difficulté. Tout d'abord, ils ont récemment connu l'une des pires hyperinflations que l'humanité ait connue, avec une inflation atteignant des centaines de milliers de pourcents. Il y a 10 ans, on pouvait obtenir seulement 5,8 bolivars vénézuéliens pour 1 euro. Mais en 2021, on pouvait obtenir 480 milliards de bolivars pour 1 euro. Depuis, ce chiffre a chuté à environ 2,2 millions de bolivars par euro. Mais ce n'est pas parce que le niveau d'inflation diminue. C'est plutôt parce que le gouvernement a décidé de diviser ses billets de devises par 1 million. Ainsi, sans cette conversion, chaque euro permettrait d'obtenir environ 2,2 trillions de bolivars. Heureusement, le pays peut compter sur les revenus du pétrole, mais cela n'a pas été aussi utile que vous le pensez. Le pétrole représente environ 25% du PIB du Venezuela. Avec un PIB de 482 milliards de dollars, cela signifie que le pétrole représente environ 120 milliards de dollars du PIB. Ce n'est pas un mauvais chiffre en soi, mais si l'on considère que la Saudi Aramco elle-même est capable de réaliser des bénéfices nets 2 fois supérieurs à ce chiffre, on commence à comprendre à quel point le Venezuela est en retard. Alors, pourquoi le Venezuela est-il si pauvre alors qu'il détient les plus grandes réserves de pétrole du monde ? Maladie hollandaise. Avec le recul, ce n'est certainement pas le manque d'efforts qui a fait échouer le Venezuela. En fait, le Venezuela a essayé de capitaliser ses réserves de pétrole pendant plus de 100 ans. Tout a commencé en 1908, lorsqu'un homme nommé Juan Vicente Gómez est devenu président du Venezuela. Juan était un homme ambitieux qui voulait réduire la dépendance du Venezuela et révolutionner le pays. Et la façon dont il a cherché à accomplir cela était de tirer parti des réserves de pétrole du pays. À l'époque, les gens savaient que le Venezuela avait suffisamment de pétrole, pour satisfaire ses besoins commerciaux. Mais personne n'aurait pu imaginer l'ampleur de la quantité réellement disponible. Le président Gómez, cependant, était prêt à se lancer dans l'aventure et à tenter la chance du pays. Il a donc distribué des concessions pétrolières à ses amis les plus proches et les a invités à s'enrichir et à enrichir le pays. Ces gars-là se retournaient à engager des compagnies pétrolières pour commencer leurs travaux. Au cours des années suivantes, ces sociétés ont trouvé plusieurs réserves de pétrole viables. Cependant, la grande découverte n'a pas eu lieu avant 1922, lorsque Shell a trouvé du pétrole dans le bassin de Maracaibo. Ce puits était capable de produire plus de 100 000 barils de pétrole à lui seul. Comme vous pouvez le deviner, il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres compagnies pétrolières arrivent et fassent passer la production à 137 millions de barils à la fin des années 1920. Pour donner un ordre d'idée, l'Arabie Saoudite n'a pas trouvé de pétrole avant 1938. Le Venezuela avait donc un avantage indéniable sur les autres pays, mais il lui manquait la bonne gestion. Vous voyez, quand vous trouvez du pétrole, ce n'est pas aussi simple que d'encaisser l'échec et de vivre la belle vie. Il faut réinvestir les bénéfices et diversifier l'économie afin que l'argent puisse créer un changement à long terme. Le président Gómez, cependant, n'a fait ni l'un ni l'autre. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il a dépensé l'argent de façon médiocre en soi. Bien sûr, il s'est enrichi, lui et ses amis, mais il a également consacré des sommes importantes à des projets publics et a réduit la dette du pays. Cela peut sembler être la meilleure façon d'utiliser l'argent, mais cela conduit en fait à un phénomène appelé le syndrome hollandais. On parle de syndrome hollandais lorsqu'un pays connaît un afflux massif de croissance économique dans un secteur, ce qui détourne l'attention de l'ensemble du pays. Tout le monde veut soudainement travailler dans ce secteur ou ouvrir une entreprise dans celui-là. Et bien que ce soit certainement une bonne idée de suivre les opportunités, ce genre de comportement conduit à ce que le reste de l'économie soit négligé et se retrouve sous-développé par comparaison. En d'autres termes, le pays devient excessivement dépendant d'une seule partie de l'économie. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela, puisque le pétrole représentait 90% de ses exportations au moment de la mort de Gómez. Cette situation n'a fait qu'empirer au fil des ans, puisque le pétrole représentait aujourd'hui 95% des exportations du Venezuela. Mais
À l'époque, les Vénézuéliens ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait et ils allaient tout simplement s'appuyer davantage sur leur dépendance au pétrole. Mauvais joueur. Maintenant que le Venezuela a prouvé sa viabilité au monde occidental, c'est lui qui a le pouvoir. Vous voyez, au début, c'était l'inverse. Toutes ces compagnies pétrolières ont dû venir et faire un pari massif sur le Venezuela. Mais maintenant que ce pari s'est avéré fructueux, le Venezuela a pu commencer à faire des revendications. L'une des premières revendications du pays a été de recevoir une plus grande proportion des revenus pétroliers pour le gouvernement. En 1943, le gouvernement a promulgué la loi relative aux hydrocarbures qui exigeait que les sociétés étrangères remettent la moitié de leurs bénéfices pétroliers à l'État. Cette mesure s'est avérée extrêmement lucrative, puisque les revenus du Venezuela ont été multipliés par 6 au cours des 5 années suivantes. Mais le Venezuela ne faisait que commencer. Au cours des prochaines décennies, le Venezuela nationalisera lentement l'ensemble de l'industrie pétrolière. Dans le temps, le pays s'efforce de mettre en place des réformes politiques et d'échapper à une histoire de dictateur. L'une des pièces de ce puzzle a été le pacte de Punto Fijo en 1958. Cet accord stipulait que l'argent du pétrole serait partagé entre les 3 principaux partis politiques du Venezuela et les proportions respectives seraient déterminées par le suffrage public. À première vue, cela semble être un système convenable. En divisant l'argent du pétrole, vous vous assurez qu'un parti politique ne peut pas simplement dominer les autres. Mais, parallèlement, cela a également ouvert le pays à de nombreux détournements de fonds. Je veux dire, qui va s'assurer que ces partis politiques vont réellement utiliser l'argent de manière efficace? La réponse est personne. Alors que cette tempête commençait à couver au sein du pays, pour le reste du monde, il semblait que le Venezuela était en train de tout détruire. En 1960, ils se sont joints aux pays du Moyen-Orient pour fonder l'OPEP. C'était essentiellement un accord selon lequel ces pays travailleraient ensemble pour maximiser les profits du pétrole pour tous les pays membres. Et maintenant que le Venezuela avait le Moyen-Orient de son côté, il a pu devenir encore plus agressif dans ses propres affaires pétrolières. Dans la même année, le Venezuela a créé une compagnie pétrolière d'État et a augmenté les taxes sur les compagnies pétrolières à 65%. À ce stade, ce n'était qu'une question de temps avant que le Venezuela ne nationalise la production de pétrole. Il ne manquait plus qu'un événement monumental, et c'est exactement ce qui allait se produire dans les années 1970 avec l'embargo pétrolier. En 1973, l'OPEP a imposé un embargo de 5 mois aux pays qui soutenaient Israël dans la guerre du Kippour. Et l'un de ces pays était les États-Unis. La demande s'étant déplacée vers les pays non membres de l'OPEP, les prix du pétrole ont quadruplé, ce qui était extrêmement lucratif pour tous les pays producteurs de pétrole, mais surtout pour le Venezuela. Le Venezuela a fini par se vanter le revenu par habitant le plus élevé d'Amérique latine. Et c'est exactement le coup de pouce dont il avait besoin pour nationaliser complètement la production pétrolière du pays en 1976. Normalement, ce serait une bonne chose. Ce n'est que lorsque l'Arabie Saoudite a nationalisé sa production de pétrole qu'elle est devenue extrêmement riche. Mais le problème est que le Venezuela avait déjà une fuite massive de ses revenus pétroliers en raison de la corruption. Et la nationalisation n'a fait qu'accélérer ce problème. Entre 1972 et 1997, on estime que 100 milliards de dollars d'argent du pétrole ont été détournés par des politiciens et des fonctionnaires. Avec ce genre de fuite, il n'est pas étonnant que le Venezuela se retrouve là où il est aujourd'hui. Hugo Chavez. À ce stade, vous vous dites peut-être que les choses ne peuvent pas empirer, mais c'est pourtant le cas, car un socialiste nommé Hugo Chavez devient président en 1998. À cette époque, les Vénézuéliens étaient livides, car tout le monde savait ce qui se passait. Les politiciens siphonnaient l'argent national comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors quand Chavez est arrivé avec son discours sur le bien-être et l'égalité pour tous, les Vénézuéliens étaient très heureux. Maintenant, les gens se plaisent souvent à blâmer Chavez de la chute du Venezuela. Et c'est logique puisqu'il en était la raison. Mais on ne peut pas vraiment le blâmer car il n'a rien fait de contraire à l'éthique ou à la morale en soi. Il croyait vraiment au socialisme et faisait sa campagne en partant du principe qu'il mettrait en œuvre celui-ci. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris tout l'argent du pétrole et a créé des tas de programmes sociaux axés sur la justice, le bien-être, la pauvreté, l'éducation, l'armée, etc. Il a également colporté des idéologies socialistes qui ont souvent abouti à des résultats épouvantables. Dans l'un de ses discours les plus célèbres, par exemple, il a essentiellement déclaré qu'il était normal de voler si l'on avait faim. Honnêtement, je pense qu'il avait de bonnes intentions lorsqu'il a dit cela, mais le résultat fut un grand nombre de crimes. Pendant ce temps, ces programmes sociaux ne faisaient qu'alimenter le syndrome hollandais.
Comme de plus en plus de personnes ont commencé à dépendre de ces programmes d'aide sociale, le reste de l'industrie vénézuélienne a chuté considérablement, tandis que la dépendance au pétrole a atteint son maximum. Il convient également de noter que Chavez n'avait pas vraiment fait quelque chose pour résoudre le problème de la corruption. Au contraire, il a participé aux mêmes activités que celles qui ont fait de lui un milliardaire. Cependant, pendant que Chavez accroissait sa richesse, le Venezuela perdait rapidement la sienne. Prenez par exemple la grève du pétrole vénézuélien de 2002. Des dizaines de milliers de pétroliers se sont mis en grève et ont exigé une nouvelle élection pour remplacer Chavez en 2002. Au lieu de répondre à leurs préoccupations, Chavez a licencié 18 000 travailleurs du pétrole. Si Chavez a pu démontrer qui dirigeait le pays, cette décision a eu un impact considérable sur la production pétrolière. Le Venezuela est confronté à un double problème, sa dépendance croissante à l'égard des revenus pétroliers et le déclin de la production pétrolière. Le manque de réinvestissement dans les équipements nécessaires aux champs pétroliers n'a fait qu'exacerber le problème, laissant le pays vulnérable à une catastrophe en attente. Mais Chavez est décédé en mars 2013 avant de pouvoir voir les conséquences de ces problèmes. Moins d'un an plus tard, les prix du pétrole s'effondraient parce que l'Arabie Saoudite décidait de déclencher une guerre des prix. Le monde entier ressentirait la douleur de leurs actions, mais la plupart d'entre eux survivraient pour voir l'autre côté. On ne peut cependant pas en dire autant du Venezuela. L'effondrement. Étant donné que le Venezuela était presque entièrement dépendant du pétrole au moment de l'effondrement des prix, l'économie du pays s'est pratiquement effondrée. Le gouvernement a essayé de stimuler son économie en imprimant de l'argent et en l'injectant dans celle-ci. Mais le problème était qu'il n'y avait rien à stimuler. Le Venezuela n'avait pas d'économie. Il n'y avait que du pétrole et c'est tout. Par conséquent, lorsque l'industrie pétrolière a fait faillite, le pays a également fait faillite. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'hyperinflation s'installe, ce qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Avec le recul, ce n'est pas comme si le Venezuela n'avait pas été capable de tirer parti de ses réserves, d'augmenter sa production ou d'attirer des masses d'argent. Le problème est qu'aucune de ces sommes n'a été utilisée à des fins utiles. La quasi-totalité de l'argent a été consacrée à la corruption et aux programmes sociaux alors qu'il aurait dû servir à développer l'économie. Au fil du temps, le développement économique du Venezuela est devenu de plus en plus inégal, jusqu'à ce qu'il devienne totalement dépendant des revenus pétroliers. Et à ce stade, il n'a fallu qu'un ralentissement du marché du pétrole pour détruire tout le pays. Et c'est pourquoi le Venezuela est si pauvre alors qu'il possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. Le côté positif, c'est que le Venezuela a toujours ses réserves de pétrole. Maintenant, je tiens à vous demander, pensez-vous que le Venezuela peut changer la donne? Abonnez-vous également à la chaîne si vous en avez envie.